Alors, euh, il y avait une nécessité à ce colloque, et je dirais que cette nécessité, elle s'impose régulièrement depuis la mort de Picon. Ce n'est pas une banalité, une simple figure de dire qu'il fut un homme multiple, mais cette multiplicité, elle est très fortement charpentée. J'emploie un terme qui a cours en énologie. Hein. On dit d'un vin qu'il est charpenté, mais un vin charpenté est un vin qui peut avoir, selon comment dire, sa date de maturité, des bouquets et comment dire, des arômes changeants. L'œuvre de Picon, nous l'avons vu au cours de ces 2 journées, elle est extrêmement variée dans les domaines de la critique littéraire, de la critique d'art, bien sûr, mais aussi de la réflexion philosophique, de la réflexion politique, même si la réflexion politique n'était pas au programme de ce colloque, il en a été question à plusieurs moments. Mais il fut aussi un grand commis de l'État, comme on dit, un haut fonctionnaire. Il a dû habiter cette fonction, non sans en souffrir, on le sait, par de multiples témoignages. Et finalement, le grand problème donc, qui se pose depuis la mort de Picon, pour ceux qui le lisent, c'est de faire comprendre qu'il n'a pas été seulement l'homme de multiples fonctionnalités, celui qui a rendu service aux écrivains, y compris pour résoudre un problème de plomberie ou de téléphone, hein, quand il était au ministère, qui n'a pas seulement été celui qui accordait des bourses, des prix, qui n'a pas été seulement l'homme à la disposition des uns et des autres. Il y a une pensée autonome, forte, qui s'est constituée très tôt. On l'a vu avec l'essai qu'à 22 ans, il écrit sur Nietzsche, 22 ans, son mémoire de maîtrise. On l'a vu avec ce texte étonnamment puissant qu'est La vérité et les mythes, et qu'il écrit entre l'âge de 25 ans et l'âge de 28 ans, entre 1940 et 1943, un texte aussi fondamental à mes yeux, et peut-être plus parce qu'il embrasse plus large que L'étrange défaite de Bloch, parce que c'est un texte qui, aujourd'hui, dans une Europe au bord de la guerre, a beaucoup à nous apprendre, et que les défis qui étaient à relever en 1945, c'est-à-dire ceux d'une démocratie qui ne cède pas à un libéralisme complet, sont toujours ceux qui se posent à nous aujourd'hui. Donc il y a aussi une actualité de l'œuvre de Gaëtan Picon. Et l'objectif de ces journées, intitulées Gaëtan Picon et la pensée de l'art, eh bien, c'était d'essayer de restituer la cohérence et la force de cette pensée telle qu'elle s'est exprimée dans des domaines, dans des champs aussi divers. Et on l'a vu avec le séquençage de ce colloque, dont la première journée avait pour titre Connaissance, culture, création, et la deuxième journée, Les sentiers de la création. Le fil directeur étant évidemment la création, mais je dirais aussi que ce fil rouge, c'est aussi, comment dire, comme un filigrane, c'est-à-dire quelque chose qui n'est peut-être pas complètement apparu, dans la mesure où nous n'avons pas parlé des écrits personnels. Hein. Il a été question du choix même de ce mot personnel par Gaëtan Picon. Nous n'avons pas parlé de ces écrits personnels qui mériteraient à eux seuls au moins une journée d'études, que sont donc Un chant de solitude de 1968,
L'œil double de 1970, et heureusement il en a été question, mais c'est un texte un peu hybride, puisqu'il est à mi-chemin de l'autobiographie et de ce que Gaëtan Picon considérait comme annexe, et oui, c'est-à-dire l'histoire événementielle, hein, les rencontres et les amitiés. L'écriture, l'aventure de l'écriture de création, c'était pour lui celle qui lui permettait d'entrer dans le labyrinthe de son intimité. Voilà, alors, les objectifs que nous nous étions assignés ont-ils été remplis? C'est à vous de le dire. Hein. Nous avons maintenant, en quelque sorte, une feuille de route, hein, je pense, au sein de l'association des amis de Gaëtan Picon. C'est tout d'abord d'œuvrer à la diffusion de ces 2 journées à travers tout d'abord la mise à disposition des enregistrements, puisqu'enregistrement il y a eu. Ensuite, de préparer la parution d'un volume qui sera un livre à part. Nous allons tous retravailler nos communications et les étoffer. Hein. Mais les documents d'art brut, ils sont bienvenus, bien entendu. Et puis aussi, autre tâche très importante, travailler au corps les éditeurs pour que des textes inédits ou peu diffusés, voire oui, des textes qui sont encore, qui peuvent encore être trouvés, comme La vérité et les mythes dans le beau volume bleu du Mercure de France, soit réédités en collection de poche, hein, pour être diffusés auprès d'un public d'étudiants et auprès des jeunes lecteurs. Voilà, c'était donc cela, restituer Gaëtan Picon à lui-même, en quelque sorte, hein, et le sortir de toutes les attenances, hein, qu'il a lui-même recherché. C'était un être éminemment hospitalier. Mais il a été en quelque sorte aussi dévoré par les autres et par ses fonctions. Il ne fut pas qu'un grand critique littéraire, et il ne fut pas qu'un grand commis de l'État. Il ne se résume pas au panorama de la littérature française. Enfin, il n'est pas un auteur de sujets de dissertation, hein, pour le bac ou l'agrégation. Voilà, il est bien plus que tout cela, et c'est ce que nous avons essayé de faire apparaître au cours de ces 2 journées. Pierre, je vous laisse la parole. J'aimerais en quelques minutes faire une très brève synthèse de nos travaux, très brève nécessairement. Et je commencerai par revenir au tout début de notre colloque, à la présentation, au mot d'accueil du directeur de l'École normale supérieure, Frédéric Worms, qui a utilisé un terme qui me semble très important. Il a parlé de Gaëtan Picon comme un passeur. Alors qu'est-ce que passer? Eh bien, d'une certaine façon, je vais utiliser les termes mêmes de Gaëtan Picon, le passeur est à l'image de l'œuvre d'art réussie, telle que Gaëtan Picon la conçoit. Il y a une sorte d'analogie entre l'auteur et ses objets. Je cite Gaëtan Picon, on l'a cité ce matin dans les termes mêmes. Aucune œuvre n'est un commencement. Toute œuvre témoigne de la fécondité de ce qui le précède ou de ce qui lui succédera. Et si événement il y a, puisqu'il y a événement, cet événement n'est pas une rupture, mais c'est une soudure. Et Gaëtan Picon constitue ou a voulu constituer un chaînon dans la longue chaîne, dans la longue transmission de la culture et de la culture française. Et à ce titre, il joue un rôle considérable encore dans notre histoire. On a tous noté la générosité, la très grande générosité de Gaëtan Picon. Il s'est donné aux autres. Et cette générosité, elle me semble très importante. On a parlé de toutes ses responsabilités, de toutes ses fonctions. Antoine Compagnon a évoqué l'agent. On pense à la
très belle formule de Valérie Narbeau, hein, qui se disait l'agent secret des lettres. Et Gaëtan Picon a été un agent pas si secret de l'art en France. Moi, j'utiliserai une autre expression pour dire tout ce travail ouvert aux autres. Il a été un grand maître d'ouvrage, au sens fort du terme. Et je considère qu'il n'y a pas de grande culture quand il n'y a pas de grand maître d'ouvrage. Peut-être, je parle de mes objets architecturaux, mais il l'a admirablement montré. Il a été maître d'ouvrage ex officio, hein, dans ses responsabilités ministérielles. Il l'a été ensuite. Toute la seconde journée a été consacrée au sentier de la création et il a joué un rôle de maître d'ouvrage. Et puis on l'a à nouveau évoqué, hein, tout à l'heure, il a joué un rôle aussi important dans le comité de préfiguration du centre Beaubourg, du centre Pompidou. Ce sont des tâches fondamentales et il les a accomplies avec une fécondité exceptionnelle. Je cite, on l'a cité ce matin, je cite Alain Père, les entreprises éditoriales fomentées par Gaëtan Picon font partie de notre généalogie, du sol sur lequel nous continuons de marcher. Et peut-être que ses amis installés à l'étranger, en Suisse ou aux États-Unis, n'ont pas compris la fécondité de cette œuvre de maîtrise d'ouvrage. Et cette œuvre ne l'a pas nécessairement privé de cette capacité à plus écrire. Son œuvre est déjà extrêmement abondante. Mais comme l'a dit très justement Antoine Compagnon, il lui a manqué le temps. Il lui a manqué les 40 ans, par exemple, que Starobinski. Gaëtan Picon avait le sens du temps, hein, le sens de la patience du temps, de la patience du concept. Hein, il s'est donné le temps de se nourrir, mais c'était son rôle de chez nous. C'était son rôle de passeur. Simplement, il n'a pas eu le temps de cette dernière phase qui aurait fait de lui vraiment un auteur incontournable et incomparable. Je voudrais dire deux mots. Alors là, j'ai évoqué ce qu'il a donné. Je voudrais dire deux mots sur ce qu'il a reçu. Et on comprend, hein, que dans cette réception, Nietzsche occupe une place incontournable. Hein, on l'a évoqué très longuement. Alors je dirais, brutalement, de façon assez polémique, Gaëtan Picon propose la bonne interprétation de Nietzsche. Nietzsche, voilà un auteur malheureux, hein, qui a été torturé par les interprétations les plus brutales et les plus stratégiques, par des opérations de capture. Hein. Capture, c'est-à-dire qu'on défigure l'auteur et puis qu'on lui fait les poches. Bon, eh bien la grande probité je pourrais citer un certain nombre de philosophes, hein, du XXe siècle qui ont été particulièrement prédateurs à l'égard de Nietzsche. La grande probité de Gaëtan Picon, c'est de l'avoir lu, hein, sans vouloir lui faire les poches, hein, en le restituant dans sa haute fonction. Et sa haute fonction, eh bien, c'est en tout cas mon interprétation, Nietzsche est un grand critique de la culture. C'est ce qu'a reconnaît immédiatement, hein, Gaëtan Picon, et c'est la raison pour laquelle les considérations intempestives ou inactuelles occupent une place importante dans la réflexion de Picon. À partir du moment où on considère que les considérations inactuelles sont véritablement le livre fondateur de l'acte critique nietzschéen, comme le fait Gaëtan Picon, alors on conduit une critique de la culture. Et c'est pour ça que moi je me tiens un peu à l'écart. Comme Gaëtan Picon, je partage son approche intellectualiste, je reste un peu à l'écart des lectures biologisantes de Nietzsche parce qu'elles impliquent une perte de la fonction critique de la culture, non pas une perte de la théorie de la culture, mais une perte de la critique de la culture. Et puis finalement, les interprétations biologisantes donnent raison à Heidegger, c'est-à-dire permettent de dissoudre Nietzsche dans une histoire métaphysique de l'épuisement de l'être qui n'est absolument pas la sienne. Et ça, Gaëtan Picon a su s'en protéger, et c'est très important. Alors je vais reprendre la question ou l'affirmation même de Bernard. Pourquoi sommes-nous ici, à nouveau? Je n'ai pas eu le bonheur d'être présent en 2005. Il y a déjà eu une commémoration en 1979, en 2005. Et pourquoi, en 2022, notre réunion n'est pas oiseuse?
Pourquoi est-elle pertinente ? Mais c'est une question qu'on est en droit de se demander. Alors pourquoi est-elle pertinente ? Mais bien parce que la situation critique que Gaëtan Picon dénonçait déjà dans les années 60 ne s'est pas améliorée. Loin de là. Et je dirais que la situation de la culture devient de plus en plus paradoxale, et je vais prendre 2 minutes pour parler de ce paradoxe. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous connaissons une inflation des images, une inflation des produits culturels, des produits culturels qui se présentent sans aucune hiérarchie, et nous assistons assurément à une démocratisation de la culture. Mais en même temps, plus il y a de réseaux sociaux, plus il y a de produits culturels, souvent gratuits, plus, c'est le paradoxe, plus s'accentuent les inégalités. Voilà. Alors ça, c'est étonnant. Il ne suffit pas, en quelque sorte, de dire « Ah, mais il faut démocratiser la création pour surmonter la grande pulsion inégalitaire qui traverse notre siècle. » Pourquoi ? Ben peut-être, je pense à la formule de Leclésio, peut-être que Leclésio n'avait pas suffisamment pris conscience du fossé qui sépare aujourd'hui la création du marché et de la politique. Et c'est véritablement ce fossé que Gaëtan Picon a voulu non pas combler, mais délimiter, alors qu'aujourd'hui, il ne cesse de se creuser. Donc vous aurez toute la culture possible, aussi démocratique qu'elle soit, vous ne combattrez pas les inégalités. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la force d'émancipation de la culture est perdue. Il y a ce paradoxe. Il y a un second paradoxe de même nature. La culture s'internationalise, elle s'hybride, elle se standardise selon des standards internationaux. Et pourtant, jamais nous avons été aussi loin d'un véritable cosmopolitisme, jamais nous avons été aussi loin de la République universelle à laquelle aspirait Kant. Au contraire, cette mondialisation de la culture n'empêche pas la guerre. Et là encore, il y a un puissant paradoxe qui nécessairement conduit à, comme Gaëtan Picon l'a fait en son temps, a conduit à une critique de la culture contemporaine. Voilà, et c'est pour ça que Gaëtan Picon, aussi intempestif soit-il, et il l'est assurément, est un penseur éminemment actuel. Et je terminerai donc sur ce manque d'émancipation, de force émancipatoire aujourd'hui dans la situation actuelle de la culture. Alors, moi, je partage tout à fait la position de Patrick Lafargue. Il y a de Patrick Labarthe. Oui, pardonnez-moi. L'art surmonte, ou l'art transmute, j'utilise sa formule, l'art surmonte ou l'art transmute la défaite de l'action. Bon. On a parlé de la grande mélancolie de Gaëtan Picon dans ses responsabilités ministérielles. Quand on est un grand commis de l'État ou quand on est un politique qui a un haut sens des responsabilités, on est nécessairement mélancolique. De Gaulle en est un exemple. Un grand mélancolique, De Gaulle, qui a, comme Gaëtan Picon, à plusieurs reprises voulu démissionner, en particulier entre les 2 tours des élections présidentielles de 1965, il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aucune action politique n'est durable. Bismarck disait, grand fondateur pourtant, Bismarck disait, mais de toute façon, dans 10 ans, les hommes en noir, alors les hommes en noir, c'était les jésuites, c'était pas ce qui va véritablement détruire l'Allemagne, les nazis. Les hommes en noir auront détruit mon œuvre. Et aujourd'hui, que reste-t-il de la constitution de la Ve République ? Rien. Rien de la volonté des constituants de 1958. Il ne reste plus rien. C'est ça la vérité. Et l'art, c'est la défaite de la défaite, ou c'est ce qui défait la défaite. Leclésio dit une chose très juste, et pour le coup, certainement un point d'accord entre Leclésio et Picon. Il dit, je ne sais pas s'il y a de l'art, mais il y a des remèdes. Ou l'art comme remède. C'était aussi un thème
que Marc Fumaroli aimait cultiver. Hein. Il parlait de l'art comme un remède. Alors, pour Marc Fumaroli, c'était le remède du taedium vitae, du dégoût de la vie. Pour Gaëtan Picon, c'est quelque chose d'un peu plus public, d'un peu plus politique. C'est le remède, et on l'a vu avec Stéphane Guégan, c'est le remède contre les captures idéologiques de l'art, contre... On a vu que dès 1940, Gaëtan Picon écrivait La liberté de l'artiste, et combien ce thème de la liberté a traversé l'ensemble de son œuvre. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, je voudrais simplement, puisque nous avons dédié cette journée, ce colloque, à Martine, au premier titre, à Yves Bonnefoy, à Jean Starobinski. J'aimerais aussi, si vous m'y autorisez, Martine, dédier cette journée, ce colloque, à notre ami Ethel Adnan, que Gaëtan Picon avait pris sous son aile. Elle était toute jeune, nous étions en 1949 quand Gaëtan était au Liban, qu'il avait pris sous son aile, qu'il a nourri, et qui est devenue, comme on le sait, une poétesse et une peintre de renommée internationale, qui est aujourd'hui véritablement une figure de l'art et qui nous a quittés cet automne. Et donc je voudrais lui dédier ce colloque et aussi ces derniers moments. Et je voudrais en particulier lire le témoignage court portrait, le témoignage qu'elle laisse de Gaëtan Picon dans Le Maître venu de l'Ouest. Alors c'est un texte assez ancien, c'est un texte qui a été rédigé vers 1960-61, qui a été publié par la Galerie Lelon l'année dernière, et c'est un passage magnifique. Je cite Ethel. « Je me souviens du jour où j'ai vu Gaëtan Picon traverser les Gobelins. Il avait le regard de Baudelaire, cette espèce d'intensité insoutenable du regard quand l'être humain devient un esprit qui brûle. Je l'ai vu chez Picon à l'état pur et j'ose penser que cette flamme a un peu brûlé, un peu brillé hier et aujourd'hui et qu'elle nous a accompagnés. Merci de votre attention.